Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Ravi de vous recevoir ce matin sous cette brise d'été. Où que vous soyez, j'espère que vous passez de beaux moments, que vous profitez des rayons du soleil et de ces bons moments d'été. Et oui, mais par contre, parfois on est sous une température caniculaire. Alors pour toutes ces personnes qui souffrent de canicule, aujourd'hui nous allons parler de vigilance, elle est de mise en cette saison. Et pour justement vous donner plus de conseils dans ce sens pour justement voir comment entretenir sa santé en période caniculaire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce matin le docteur Oussedik Zina Mahfouf. Donc elle est médecin, elle s'occupe des cas aussi de diabète. Et justement, nous allons parler de l'impact de la grosse chaleur sur certains malades chroniques, mais aussi sur les personnes de manière générale. Alors aujourd'hui, donc après ces conseils justement prodigués par notre médecin, nous aurons l'occasion de parler de la mer Méditerranée de deux façons différentes. D'abord à travers un ouvrage, Conversation méditerranéenne en est le titre. Il est sorti tout récemment, donc aux éditions Casbah dans la collection Essai. C'est un livre qui sort des sentiers battus, c'est un livre justement qui n'est pas tout à fait conventionnel, facile à lire et qui pourrait servir justement de lecture d'été pour vous si vous êtes en bord de mer ou que vous soyez en tout cas. Donc son auteur, Ali Renem, sera parmi nous. Il est également cinéaste et metteur en scène, je veux dire, il est surtout scénariste et réalisateur cinéma, mais bien sûr, son dernier ouvrage est un véritable plaisir dans la mesure où il met en relief des parcours exceptionnels, des personnalités vraiment qui ont marqué l'histoire de la Méditerranée, vous le verrez. Avec donc la présence de l'auteur parmi nous, nous en parlerons avec de plus amples détails. Et en parlant justement de cette belle mer Méditerranée, Mare Nostrum, comme diraient les latins, nous aurons l'occasion aussi de parler de préservation de la faune et de la flore marine à travers les efforts consentis par une association qui veille au grain par rapport au fond marin. Il s'agit donc d'une jeune association dont la représentante sera parmi nous pour nous présenter un tout nouveau projet qui met en relief une application dédiée à une meilleure connaissance de cette faune et flore marine chez nous dans ce pan de la Méditerranée. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être avec nous ce matin. Au départ de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Zina Mahfouf Oussedik. Elle est allergologue et également donc responsable de la communication médicale pour un laboratoire justement spécialisé dans les solutions liées au diabète. Donc c'est une pathologie qui justement sera au centre de notre intérêt ce matin puisque nous allons parler de l'impact de la chaleur sur la santé de l'être humain, notamment aussi donc toutes ces personnes qui souffrent d'une pathologie donc chronique telle que le diabète. Alors, bienvenue docteur. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin sur cette brise d'été. Merci beaucoup, c'est réciproque. Ça va, vous ne souffrez pas trop de la chaleur? Bon, pour l'instant, c'est bon. On est bien dans le studio. Dans le studio. Oui, on est bien. On est vraiment en pleine fraîcheur, mais c'est vrai que parfois, les chaleurs ont atteint quand même un seuil caniculaire ces derniers temps en Algérie et même ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Exact. Donc voilà, vigilance est de mise, mais vous êtes bien placé pour nous dire de quelle manière on va protéger notre santé. Oui. Donc effectivement, pour parler de canicule, et c'est ce qu'on avait donc vécu ces derniers temps, c'est suite au réchauffement de la planète. Donc il faudrait que les températures dépassent les 30 degrés sur au moins une période de 3 jours. Oui. Et le problème de ce qu'on appelle la canicule, le problème de cette canicule, c'est l'impact sur les malades chroniques. Absolument. Donc ça atteint, vous parlez du seuil minimum, mais c'est vrai que ça atteint des chiffres incroyables cette année. C'est monté jusqu'à 50 degrés dans des régions insoupçonnées pour cela. Exactement, exactement. Voilà, 40, 50, Alger sous 40 degrés, 50, c'était quand même très exact. Très des températures très, très augmentées. Et donc, c'est pour ça que la vigilance est de mise et on doit axer sur la sensibilisation pour pouvoir vivre avec ces chaleurs.
en quelque sorte. Donc il faut une sensibilisation régulière, constante et récurrente. Comme on disait tout à l'heure, surtout pour les malades chroniques, les personnes âgées. Les enfants, les diabétiques, les hypertendus. Et justement, donc, toutes ces personnes peuvent, à un moment donné, souffrir des impacts et des conséquences de cette chaleur très importante. De quelle manière et justement, quelles sont les conséquences d'une telle canicule sur l'être humain? Les conséquences en général, bon, il y a l'insolation. L'insolation, donc c'est l'augmentation de la température. Donc ça peut arriver, arriver jusqu'au malaise, problèmes neurologiques, etc. Ça, c'est quand on s'expose aux rayons solaires. Quand on s'expose aux grosses chaleurs, surtout entre midi et 16 heures. Voilà, sans se couvrir, sans s'hydrater. Et donc cette insolation peut se compliquer de coups de chaleur avec une élévation de la température corporelle, et donc le corps va essayer de lutter pour ramener la température à la température idéale qui est 37 degrés, la température normale. Et c'est là où ça se complique. On peut avoir aussi une déshydratation, comme chez certaines personnes, par exemple, hypertendues qui sont sous diurétiques. Et nous savons donc tout ce que les diurétiques vont. C'est des molécules qui, donc. Qui provoquent, qui poussent le sujet à éliminer énormément d'eau et avec les électrolytes à côté, comme le sodium. Et donc, la personne peut se déshydrater si elle ne compense pas cette perte avec une hydratation, c'est-à-dire boire 1,5 litre à 2,5 litres d'eau par jour. Voilà. Ça peut être de l'eau plate, ça peut être du lait, etc. Des jus de fruits. Exactement, mais pas de boissons sucrées, par exemple. Éviter le sucre de manière générale. Très bien. Donc voilà, et comment se manifeste l'insolation? Comment est-ce qu'on peut se dire, ah, mon fils a une insolation, j'ai une insolation. Quels sont les symptômes? Alors les symptômes, c'est d'abord un malaise, la température qui augmente, elle peut atteindre 40 degrés, une fatigue. En général, les personnes qui s'exposent aux fortes chaleurs, elles ont même des problèmes, des brûlures, etc., de premier ou deuxième degré. Et c'est pour ça que donc ça, c'est les premiers signes. Après, ça peut se compliquer si la personne n'est pas prise en charge. Ça peut se compliquer dans les 24 heures, voire les 48 heures après. Ça peut se compliquer de coups de chaleur plus graves, c'est-à-dire un état confusionnel, des problèmes neurologiques, etc. Très bien, donc il peut y avoir malaise. En tout cas, voilà, ça on parle de manière générale. Là, on va un petit peu spécifier. On va aller vers les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, notamment les diabétiques, à travers justement un reportage réalisé par notre collègue de service d'info, donc Amel Bouakba, qui s'est approché de quelques spécialistes dont vous faites partie pour voir un peu la prise en charge des diabétiques en cette période caniculaire. 45 degrés à l'ambre. En Algérie, comme dans de nombreux pays, le thermomètre s'affole. Une vague de chaleur exceptionnelle qui devrait perdurer et qui fait craindre de nouveaux malaises parmi les malades chroniques, notamment les diabétiques. On a des malades chroniques, surtout des diabétiques dans la famille, donc on leur demande de faire vraiment très attention. Surtout de boire beaucoup d'eau, de faire attention, ne pas sortir quand il fait trop chaud. Bien sûr, il faut suivre le taux de glycémie, voir comment ils se sentent. À cause de la canicule, on fait très attention pour les diabétiques, on fait attention à ce qu'ils mangent, comme mon grand-père, vu qu'il fait très chaud, on lui donne beaucoup d'eau. Il devrait éviter de sortir durant certaines heures, surtout les heures de pointe où le soleil se montre. C'est souvent au zénith vers midi. Les malades chroniques, etc., ils doivent vraiment faire attention et ils doivent aussi prendre leurs médicaments à l'heure et surtout prendre au sérieux cette vague de canicule parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Les spécialistes de la santé mettent en garde contre les effets de la canicule sur les malades atteints de diabète. Une pathologie qui touche plus de 4 millions d'Algériens, dont environ 10% de diabète de type 1, c'est-à-dire des insulinodépendants, selon les dernières statistiques. La chaleur a un impact très important sur le diabète. Elle peut provoquer une déshydratation,
Elle peut, soit en augmentant le taux de sucre dans le sang, c'est l'hyperglycémie, soit en le diminuant, et c'est donc l'hypoglycémie. À cet effet-là, donc, nous conseillons les personnes diabétiques de prendre des aliments qui ont un index glycémique bas, à défaut moyen, de s'alimenter plusieurs fois par jour, mais par des petites quantités. Autre geste salvateur pour les diabétiques, c'est l'autosurveillance, la fréquence de l'autosurveillance glycémique. Il faudrait vérifier sa glycémie plus fréquemment que d'habitude, que ce soit avec un glucomètre classique ou avec le système de mesure de glucose en continu, donc le CGM. Parmi les risques les plus graves de la canicule, quand on sort dehors, on s'expose aux rayons ultraviolets et sans être hydraté. Donc, on peut facilement faire une insolation, surtout pendant les horaires de forte chaleur. Il y a aussi un autre risque qui est la déshydratation. Pensez à s'hydrater, à boire, même si on n'a pas soif. Les personnes à risque sont appelées à suivre à la lettre les mesures de prévention. Nous avons aussi une autre forme d'hydratation qui sont les douches, par exemple. Des douches fréquentes la journée, se laver les bras, le visage aussi plusieurs fois par jour. Se mouiller aussi un petit peu la tête. Éviter tout ce qui est gras, salé et trop sucré. Pour autant, les malades chroniques, mais aussi les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge sont les plus vulnérables face aux fortes chaleurs. Cependant, la vigilance reste de mise pour tout le monde. Et nous souhaitons une bonne santé à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et bien sûr, nous vous accompagnons avec le docteur ici présent, donc Zina Mahfouf Ossedir, qui est spécialiste allergologue, mais aussi donc responsable de la communication médicale pour un laboratoire spécialisé dans le traitement du diabète. Donc nous venons de découvrir, docteur, ce reportage où vous intervenez par rapport à une catégorie particulière, les diabétiques qui souffrent beaucoup en période caniculaire, mais ils ne sont pas les seuls malades chroniques à en souffrir et en pâtir. C'est vrai, on peut prendre l'exemple des insuffisants respiratoires, des asthmatiques aussi, qui sont très impactés, souvent impactés par les chaleurs. Nous avons aussi les BPCO, donc les bronchopneumopathies chroniques obstructives. En fait, c'est toute cette population qui présente exactement des problèmes respiratoires. Parce que, étant donné que quand la température varie, donc le patient essaie de fournir plus d'efforts et donc plus d'énergie pour faire face, pour compenser pour ramener le corps à la température voulue. 37 degrés. Et c'est dans ce sens-là que donc, les asthmatiques, les insuffisants respirateurs, etc., fournissent beaucoup d'efforts et fatiguent donc leurs muscles. Voilà. En général, c'est la catégorie la plus touchée. Celle qu'il faut surveiller le plus en cette période. Tout à fait. Les insuffisants respiratoires, les asthmatiques, etc. Et les diabétiques aussi, les hypertendus. Comment souffre un asthmatique pendant cette période ? Qu'est-ce que ça provoque Alors, ça provoque des signes comme par exemple une respiration qui est plus importante à force de tirer. Donc, ça se manifeste par une dyspnée expiratoire. C'est-à-dire que quand il expire, en quelque sorte, l'air est bloqué dans sa cage thoracique. Et donc, il a des difficultés pour faire sortir cet air et donc pour avoir un rythme respiratoire, une inspiration et expiration normale. Effectivement, donc c'est vrai que cette canicule n'arrange pas, du tout les choses pour ces personnes. Oui. C'est pour ça qu'on leur conseille de prendre régulièrement leur traitement, de prendre leur corticothérapie, ce qu'on appelle le traitement de fond. Il ne faut jamais l'arrêter. Et le problème, c'est que très souvent, le patient, quand il voit qu'il y a une rémission, il abandonne le traitement de fond, c'est-à-dire les corticostéroïdes. Et il se sert uniquement des bronchodilatateurs à la demande. Alors que le traitement de fond est très important, surtout en ces périodes
période-là, Tout à donc fait, c'est tout à recommandé. fait, tout à fait. En plus de l'hydratation, en plus aussi du fait de se protéger du soleil pendant cette Ah oui, période-là. éviter de sortir pendant les heures, les heures très chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16 heures, boire, s'hydrater, rester au frais, voilà. Éviter tout ce qui est alimentation grasse aussi. Oui, et c'est vrai qu'on est en pleine Méditerranée, donc ces hausses de chaleur provoquent aussi ce qu'on appelle l'humidité, et l'humidité aussi impacte le corps humain, surtout pour les asthmatiques, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. En fait, il y a plusieurs paramètres, dont l'humidité qui impacte l'insuffisance respiratoire ou l'asthmatique. Oui, en tout cas, merci infiniment pour ces conseils, docteur. Je rappelle que vous avez une page. Oui, vous vouliez rajouter Alors, pour le diabète, justement... Oui. On a 5 millions de diabétiques en Algérie. Plus de 5 millions de diabétiques en Algérie. Et justement, la chaleur impacte le diabétique. Oui. Parce que la chaleur a un impact sur la sécrétion d'insuline, en fait. Oui. Donc, un diabétique peut faire une hyperglycémie, il peut faire une hypoglycémie, et surtout l'autre complication qui est assez fréquente et qui arrive jusqu'au coma, c'est la déshydratation. La déshydratation, parce que beaucoup de diabétiques sont sous traitement, sous insuline, sous famille d'hypoglycémie, etc. Donc ils se retrouvent soit avec des hypos, soit avec des hyper, et surtout les déshydratations. Alors ce qu'on conseille aux diabétiques, c'est de s'alimenter par petites collations plusieurs fois par jour, prendre des aliments, donc, comme on l'avait dit, à index glycémique bas, et surtout s'auto-surveiller, c'est-à-dire se piquer plus que d'habitude. Et bien sûr, actuellement, il y a d'autres moyens comme l'outil intelligent, donc le fameux CGM, c'est un outil de surveillance continue de la glycémie même pendant qu'on dort, pendant le sommeil. C'est une espèce de petite pastille, un capteur qu'on place au niveau de l'abdomen et qui est relié directement via une application qui se trouve sur notre téléphone, sur le smartphone, et qui vous donne la mesure de la glycémie toutes les 3 minutes, voire 480 mesures par jour. Et c'est un outil qui a révolutionné la prise en charge du diabétique. Oui, et l'Algérie est en partenariat avec la Chine pour cela, pour développer, pour généraliser l'usage de ces outils ô combien précieux pour nos diabétiques. Déjà là, nous avons un partenariat avec Elfi Novo, donc pour le CGM, et bientôt aussi pour les pompes à insuline avec un autre partenaire chinois. D'autant plus que les relations sont bonnes en ce moment avec la Chine. En ce moment, effectivement. Donc on a été ravis de vous recevoir, docteur Zina Mahfouf Ousseddir. Merci pour tous ces conseils. Merci. Je rappelle que vous êtes quand même très présente sur la toile aussi, à travers justement YouTube, Salamti, donc cet espace que vous animez régulièrement pour la vulgarisation concernant la santé de l'être humain. Donc je rappelle aussi que vous êtes responsable de la communication médicale pour un laboratoire Salam en l'occurrence, spécialisé dans la prise en charge des diabétiques. Merci, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Je vous souhaite de passer d'agréables moments cet été, ainsi que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors quoi de mieux que les artistes pour nous dépeindre la beauté justement de notre pays, la beauté aussi des saisons qui traversent notre pays. Voici donc le portrait signé Feri El Hamdi, celui d'un photographe qui sillonne la Casbah très souvent. Il s'agit de Riyad Dahmani qu'on va découvrir tout de suite avant de recevoir notre invité d'honneur aujourd'hui, le réalisateur et scénariste ainsi qu'auteur, Monsieur Ali Ghanem. C'est pour tout de suite. La Casbah d'Alger, aimée et admirée de tous, se dévoile avec une nouvelle série de photos inédites, œuvre du photographe Riyad Dahmani. Notre artiste est un photographe autodidacte algérien qui s'est spécialisé dans la photographie d'art. Riyad Dahmani, photographe d'art. Je photographie les beaux endroits d'Alger. À travers ces clichés, il raconte en images la Casbah, cette cité millénaire, l'Algérie d'aujourd'hui, en montrant sa jeunesse, son dynamisme et son authenticité. Casbah, elle occupe une bonne partie de la ville d'Alger en matière d'histoire, de patrimoine, culturel, humain, architectural.
Mon parcours de photographie, je suis tombé sur la photographie accidentellement. C'était en 2015. C'était par mon métier d'agent immobilier. Je travaillais ici en tant qu'agent immobilier à Alger. Donc je photographiais Alger de l'intérieur, donc les maisons et les jardins et tout. Et par la suite, je voulais ouvrir à mon compte et je voulais faire encore mieux que là où j'étais. Ces photos respirant le calme et l'amabilité de ses habitants sont sublimes. Les lignes architecturales supportant l'usure du temps de la Casbah ne cessent de le fasciner. L'exposition que j'ai organisée tout récemment, c'était sous le thème Senteur d'Alger. Alors pour le titre, Senteur d'Alger, c'est pour les amoureux de la ville d'Alger qui retrouveront un petit peu leur jeunesse, leur petite enfance, les bons moments qu'ils ont passés à Alger autrefois, et particulièrement à la diaspora qui vivent ailleurs. Voilà, donc c'était un petit peu pour redonner à ceux qui en sont nostalgiques. Senteur d'Alger est l'intitulé de son exposition à la galerie Mohamed Rassim, un titre révélateur de son contenu puisque l'artiste a immortalisé des lieux lourds de sens et de mémoire. Quand je vois ces transats, ce bord de mer, j'ai tout de suite cette pensée qui me propulse et qui me donne envie de parcourir un livre. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, si vous êtes féru de lecture, un livre vraiment qui sort des sentiers battus qu'on vous propose aujourd'hui, Conversation méditerranéenne. Donc dans ce berceau méditerranéen, beaucoup d'histoires. Des histoires communes, des histoires, de grandes histoires, mais aussi des histoires intimes qui sont révélées à travers cet ouvrage signé Ali Ghanem. Il est présent aujourd'hui avec nous et il nous fait l'amitié justement de partager ce moment et de raconter cette belle aventure de conversation méditerranéenne. Bienvenue Monsieur Ali Ghanem. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Un peu aujourd'hui. Je suis malade. Oui, je le sais. Merci. C'est pour ça que je dis merci mille fois pour cette présence malgré cet état de santé. Et justement, j'imagine que ça a été un plaisir de partager cette tranche de vie, la vôtre, que vous avez vécue auprès de personnalités remarquables. Vous avez rencontré des noms de la littérature, du monde politique, sociologique, et j'en passe, des hommes de lettres, des hommes de culture, exceptionnels, autant les uns que les autres. Et c'est vrai que j'imagine votre bonheur de sortir ce livre qui est magnifique, qui est facile aussi d'accès. C'est-à-dire, ce sont des gens que j'ai suivis sur une vingtaine d'années. Et en même temps, ce sont des gens que j'apprécie. Et j'ai choisi les sujets. Il y a Jacques Berck, oui. Il y a Aït Ahmed, Anissa Boumdine, il y a Balab Sansal, Rachid Mimouni, etc., etc. Donc c'est à vous de les citer. Une quarantaine de noms, on dira. Une quarantaine. Ça, c'est ce que j'ai fait le choix. Mais sinon, j'ai interviewé une centaine de personnes. Oui. Parce que moi, mon vrai métier, je suis réalisateur de cinéma. Mais je me suis intéressé à la littérature pour une raison très simple, c'est que c'est le mythe de l'écrivain, c'est-à-dire on dit les ministres et l'écrivain et les hommes politiques. Je voulais savoir plus pour savoir est-ce que c'est des gens qui sont différents de nous. Oui. Il s'avère que non. Oui. C'est des gens ordinaires comme nous, ils vivent leurs difficultés, leur quotidien, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'approfondir des discussions avec eux, c'est-à-dire d'enrichir ma mémoire. Et en plus, à travers ces interviews, je n'ai pas posé les questions habituelles. Pourquoi vous écrivez? Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il y a un message? Je trouve ça ridicule. Vous les poussez dans leur retranchement. Parfois, vous titillez un petit peu leur ego. Vous les poussez à vous révéler des histoires et des récits très intimes. Je peux dire même, je parle à votre place, j'étais brutal. Oui, vous les avez bien secoués pour certains. Parce que les gens, on prend Amin Malouf, excusez-moi parce que je n'arrive pas à parler, parce qu'on prend par exemple Amin Malouf. Amin Malouf, oui, qui n'est plus à présenter, oui. Les gens, ils ont une idée sur l'auteur, mais ils ne connaissent pas sa vie. Parce que par exemple, Jacques Berck, c'est un Européen, il est spécialiste de l'islam.
Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il a traduit le Coran pour, Voilà, pour le monde occidental. Et moi, c'était un plaisir de l'avoir rencontré. J'ai appris des choses. C'est comme ça que j'ai interviewé des gens. Parce que moi, quand je fais une interview d'un écrivain, parce qu'il m'apporte quelque chose. Sinon, je ne fais pas d'interview parce que je ne suis pas journaliste, je suis réalisateur de cinéma. Des gens comme Mohamed Harbi, qui est un historien de la guerre d'Algérie, c'est un très grand militant qui m'a appris des choses. Il y a Hervé Bourges. Oui. C'est l'Algérien, il dit je suis Algérien, je ne suis pas européen. Oui. Bon, mais qui est à la tête vraiment de grandes institutions médias très connues. Il était DG de France 2, de TF1 et il est mort là. Donc c'est des gens, par exemple comme Edmond Charles-Roux, elle a fait la biographie d'Isabelle Ebrard. Donc, c'est des gens, pour moi, exceptionnels. Au pire du cas, c'est des relations personnelles avec ces gens-là. C'est pour ça que je les ai choisis. Certains connaissent l'Algérie, certains ont un rapport avec l'Algérie, mais beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas l'Algérie. Et vous posiez à chaque fois la question, alors, qu'est-ce qu'évoque l'Algérie pour vous et, au terme d'une conversation, et chacun avait une réponse par rapport à cette Algérie et son imaginaire par rapport à ce qui se passe chez nous. À propos de ça, par exemple, Omar Sherif, je ne connaissais pas. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Omar Sherif n'ait jamais foulé la terre algérienne. Non, je me suis accroché avec lui parce qu'il avait un regard négatif sur l'Algérie, sans connaître l'Algérie. Mais ce que j'ai compris, on a parlé parce qu'il avait des relations avec des Français, des Pieds Noirs, parce que comme il a vécu dans le Sud. Donc il avait des relations qu'avec les Français qui ont donné une mauvaise image de l'Algérie. Mais cela dit, il dit qu'il ne connaît pas. Et en même temps, il dit les Algériens, et c'est un peu particulier. Donc c'est pas juste. Absolument. Mais en revanche, il vous a révélé tout un pan intime de son histoire, de son vécu, de sa façon de voir, de son naturel. Mais c'est ça qui est intéressant parce que par exemple, un lecteur, qu'est-ce qu'il cherche? C'est pas simplement la littérature, c'est de savoir comment l'auteur vit sa vie, de quoi il parle dans son livre. C'est comme par exemple ma rencontre avec Ayat Hamid, quand je l'ai interviewé, à la fin il m'a embrassé, il a failli de pleurer, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que l'amitié existe entre les hommes politiques? Les hommes politiques, et voilà. Ça a été déjà l'attaque de la conversation, et c'est la question qui m'a le plus interpellée. Et par exemple, on a parlé parce qu'il a écrit des chansons. C'était une interview assez particulière. Et moi, j'ai appris des choses. C'est comme ça que j'ai choisi, parce que je ne suis pas journaliste. C'est pour ça que j'ai choisi des gens qui m'intéressent, qui m'apportent quelque chose. Par exemple, Anissa Boumedine, on a parlé de la poésie. Elle n'est pas romancière, mais elle a fait de la poésie. Bon, il y en a plein. Mais il y a des gens que je n'ai pas sélectionnés parce qu'on ne peut pas tout mettre aussi. On ne peut pas tout mettre, mais c'est pour ça que cette trame de ce livre relève de l'écriture littéraire quelque part, dans la mesure où les choix aussi nous amène à découvrir la Méditerranée autrement, c'est-à-dire à travers l'histoire du Liban ou de l'Algérie ou du sud de la France, comme vous dites, et puis voilà, tous ces acteurs qui ont eu un impact sur l'histoire de ce monde, de ce bassin méditerranéen. Par exemple, le cas de l'Arhouassani, parce qu'il y en a pas mal qui sont morts, hein, parce que c'est un livre qui va être... ça va être une référence pour les générations. Pour les étudiants et pour les gens qui font des recherches. Par exemple, Melch Tebel. Oui. On le connaît en Algérie, mais pas assez, parce que c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur l'islam et sur l'érotisme. Et ça, c'est rare, c'est le seul presque qui a parlé de ça. Oui. Et c'est vrai que les thématiques sont passionnantes. Hein. On peut passer justement de la thématique de l'islamisme, celle du racisme, celle de l'exil, le monde arabe, voilà, le sexisme, vous le dites, et la torture pendant la guerre de libération, l'histoire d'Algérie, Germaine Tillon, et puis Henri Allec témoigne dans ce livre. Non, c'est pour ça que je dis c'est un livre sans aucune prétention de ma part, c'est un livre qui restera dans l'histoire pour les étudiants, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites, qui sont dans le livre. Oui. Par exemple, il y a Tar aussi, qui est l'Arhmou. Il y a un écrivain un sacré africain. Personnage qui a apporté beaucoup à la littérature et au monde culturel, parce que c'était quand même une plaque tournante, l'espace qu'il offrait aux artistes. C'était un personnage vivant. Par exemple, le sujet, j'ai interviewé ici le professeur Schwarzenberg sur le concert. Il a écrit des livres. C'est-à-dire chaque auteur, il a un sujet particulier à lui. C'est pas simplement la littérature, c'est de faire parler des auteurs sur leur vie, sur leur conception de la vie, sur la littérature.
Et moi, ce qui m'a amené aussi à Sur faire la ce livre. perception du monde. Exact. Et en plus, moi, pourquoi j'ai fait ces interviews, c'est parce que je suis plus ou moins contre le mythe des stars. On dit c'est star, c'est un grand journaliste, un grand écrivain et tout ça. Et je voulais approfondir si c'est vrai ou faux. Ce sont des gens ordinaires comme nous. La seule chose c'est qu'ils ont la possibilité d'écrire, de parler sur des choses qui les intéressent, d'être à la page, d'être à la mode. Et voilà, par exemple, c'est comme un jour j'étais... J'aimerais, pardon, hein, terminez votre idée après. Donc, par exemple, à propos des mythes, moi j'étais admirateur de Romy Schneider, parce que je suis metteur en scène de cinéma. Un jour, je vais au Club 13, qui est une salle de projection chez Lelouch, il y avait un bar. Et j'arrive, je demande un café, il y avait une dame qui est à côté de moi, elle buvait un verre de rouge. Et je me retourne, je regarde, c'était Romy Schneider. L'icône par excellence. Oui, j'ai dit, c'est incroyable. Et en plus, j'étais amoureux d'elle en tant qu'actrice. Oui. Enfin, j'exagère, mais enfin... Oui, on était tous fans de Romy Schneider. Et je lui ai dit, c'est pas possible. Sissi l'impératrice. Alors, je lui ai parlé, et elle était très gentille, tout ça. Elle m'a parlé de l'Algérie, on a parlé du cinéma. Et à partir de là, je lui ai dit, en définitive, le mythe des ministres, des hommes politiques, des écrivains, des artistes peintres, c'est des gens comme nous. Et en plus, on dit toujours le grand, non. Il y a des gens, par exemple, qui sont des bons écrivains, des bons peintres, un bon ministre. Pourquoi le grand? C'est toujours le grand. Il n'y a pas de grand. Ce sont des êtres humains aussi fragiles que nous, vous et moi. Exact. J'imagine, mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure au début de l'interview, vous les titillez, hein, vous les poussez dans leur retranchement. Moi, je n'y arriverai pas avec vous. Voilà. Mais comment vous vous sentez, justement? Dites-moi, comment vous vous sentez dans la position de l'arroseur arrosé? Non, parce que l'intérêt pour moi, c'est-à-dire, parce que je pars des principes que quand je fais une interview d'un auteur, on a un rapport égal. Et en plus, il y a certains auteurs avec qui je suis devenu ami. Parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est de leur faire parler sur des choses que le lecteur ne connaît pas. Mm-hmm. Par exemple, les gens, on parle de Boualem Sansal, on dit « Ah, Boualem Sansal, il critique l'Algérie. » Bon, oui. C'est un Algérien, il dit son point de vue, c'est son droit. Par exemple, Rachid Mimouni, bon, ou Boudjedra aussi, qui est très incisif, qui est présent dans ces... Par exemple, Boudjedra, par exemple, j'ai dit à certains amis, j'ai fait interviewer Boudjedra, ils disent « Ah là là, il est dur, il va t'envoyer promener, etc. Mais il s'avère que c'était très très bien passé. Et donc, voilà. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'apprendre des choses avec eux, c'est de les faire découvrir aux lecteurs. Et c'est donner une image d'un auteur qu'on ne connaît pas. C'est ça qui m'intéresse. Par exemple, Edmond Charles Roux, je reviens à elle parce que, par exemple, elle était à l'époque mariée avec le ministre de l'Intérieur et maire de Marseille. Elle avait rendez-vous à 8h30 avec elle. Et, par exemple, on a parlé de tout. À la fin, elle me dit, on fait l'interview. Je lui dis, l'interview, elle est en cours. Elle est déjà en cours. Voilà. En plein milieu de l'interview, c'est vrai que voilà, c'est votre méthode à vous et pour nous révéler justement toute cette intimité liée à ces personnages mythiques, parce que c'est vrai qu'on se dit ah ben moi j'ai vécu la rencontre avec Omar Sherif profondément, avec celle de Amin Malouf, avec celle de Hossein Aït Ahmed. C'était passionnant vraiment voir un petit peu le combat d'Henri Alleg et de Germaine Tillon, c'est aussi passionnant, c'était beau. Et donc, tant de récits dans cet ouvrage qu'on peut, comment dire, avec lesquels on peut vraiment voyager dans l'intimité de ces personnes. Et surtout, ce qui est intéressant, même je me suis rendu compte plus tard, c'est que chaque auteur, il traite un sujet particulier. Ce n'est pas de littérature. Pour la littérature, c'est des sujets précis. Oui. Je reviens encore à Mohamed Harbi, par exemple, il donne une image de l'histoire de la guerre d'Algérie. Oui. Et ça, c'est intéressant pour la jeunesse algérienne. Oui, c'est une référence, Mohamed Harbi, autant que la couture que vous interviewez aussi. C'est un grand journaliste francophone et pro-maghrébin. Il y a Edmé Plunel comment on appelle l'association, j'oublie son nom. C'est-à-dire ce que moi, quand je dis, par exemple, je cite Hervé Bourges, il dit je suis algérien. Hervé Bourges, il parle de son itinéraire avec Ben Bella à l'époque, il était son conseiller, il parle de l'Algérie, comment il a vécu, les difficultés. Et ça, par exemple, les gens ne connaissent pas. Absolument parce pas. On connaît Hervé Bourges. C'est comme il y a des gens qui ne connaissent pas le travail de Germaine Tillon, Henri Alleg, qui était un Algérien pur.
Donc, Yamina, la cinéaste et aussi femme politique, Yamina Benguigui aussi vous révèle son algérianité. Elle vous en parle vraiment avec beaucoup de passion. Voilà, c'est vrai que c'est tout un pan de votre vie. Vous avez vécu en France, en fait. J'ai grandi en France. Vous avez grandi en France et vous avez été sensible à cette génération d'Algériens qui ont aussi évolué dans cet espace, justement, l'espace de ce pays d'accueil pour vous. Et vous avez travaillé en tant que cinéaste aussi là-bas. Donc vous avez commis quelques films dont on parlera aussi. Hein. Mais les films, donc j'ai fait un film ici en Algérie, Une femme pour mon fils. Une femme pour mon fils, qui est basé sur votre premier roman. Exact. Une femme pour mon fils, ça a été d'abord un roman. C'est-à-dire au départ, c'était un scénario et je cherchais de l'argent en Europe, je ne trouvais pas, ici non plus. Et il s'avère qu'à l'époque, je vis avec une journaliste écrivain, elle m'a encouragé à écrire le roman. Et il s'avère que j'ai fait Une femme pour mon fils grâce à l'Akhtar Hamina, parce qu'il a lu mon scénario, il a été très emballé. Et connaissant l'Akhtar, il m'a dit, tu descends là, tu fais le film. Il parlait comme ça. Et il s'avère, j'ai eu des difficultés à faire ce film parce que c'était un film un peu osé, parce que le bruit a couru que je faisais un film osé, parce que je montrant des femmes et tout ça, parce que j'ai montré des scènes. Dans un hammam. Et la nuit de noces, qui était une scène un peu exagérée, c'est vrai. Et le bruit a couru que j'ai fait un film un peu osé, mais c'était un succès populaire. Mais ça traitait de réalité algérienne. Et j'ai fait des documentaires aussi pour la télévision algérienne, à l'époque avec Hamaraoui et Abdoubé. Mais surtout, j'ai travaillé en France. Mais j'ai fait très peu de films pour une raison très simple, parce que je traite des sujets qui ont rapport avec l'Algérie. Ou avec l'émigration. Avec l'immigration, bien sûr. Et donc, comme je vis en France, ça n'intéresse pas les producteurs français. Quant aux Algériens, bon, c'est des difficultés énormes pour faire un film. Alors, donc... Absolument, ce n'était pas facile, effectivement. J'étais coincé entre deux pays. Voilà, heureusement que vous avez le verbe facile et que vous arrivez aussi à traduire vos impressions, aussi à transmettre un petit peu l'objet de vos curiosités personnelles en tant que journaliste ou en tant qu'homme de cinéma à travers des ouvrages et des articles. En tout cas, on a été ravis aujourd'hui de présenter Conversation Méditerranée, que nous recommandons, parce que c'est vrai que c'est classé dans les éditions essais de l'éditeur, donc Caspa Édition. Donc c'est dans la collection essais, mais c'est vraiment loin des sentiers battus et c'est accessible vraiment. On peut le lire, bien sûr, sans respecter une chronologie à tout moment. Surtout l'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a une quarantaine d'auteurs. Et à mon avis, chacun trouve son plaisir. Absolument. Chacun peut choisir son auteur. Donc il y a un choix Oui, un choix extraordinaire. Hein. Ce sont des personnalités aussi exceptionnelles les unes que les autres, vraiment à découvrir dans Conversation méditerranéenne, signé donc Ali Ghanem, qui nous a fait l'amitié de venir ce matin en parler, et qui est l'auteur d'abord de quelques films, on dira Mektoub, L'autre France, et Une femme pour mon fils et Chacun sa vie. Pour ce qui relève des livres, donc on a cité tout à l'heure Une femme pour mon fils, Le serpent à 7 têtes, donc du même auteur, et puis cette fois-ci, donc Ali Ghanem nous donne ses Conversations méditerranéennes, ô combien passionnantes à découvrir absolument. On a été ravis de vous recevoir. Merci. J'espère qu'on attend la suite. Je m'excuse parce que je suis fatigué. Non, mais nous sommes très ravis de vous avoir reçu ce matin. Parce que j'ai un nerf sciatique qui me fait horriblement mal. Je vous souhaite un prompt rétablissement, Inch'Allah. Et puis l'aventure continuera certainement avec Regard croisé, votre prochain livre, votre prochain film qu'on découvrira certainement sur les écrans très prochainement. Merci beaucoup, monsieur Ali Ghanem. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je vous souhaite de passer un bel été, autant que ceux qui sont avec nous et qui rêvent justement de farniente, qui rêvent de Grande Bleue. On va tout de suite vous faire découvrir une très belle région, Tichy en l'occurrence, avec Saïda Mayouf qui nous y emmène tout de suite. Tichy, un lieu paradisiaque à Béjaïa, connaissant une affluence quotidienne des familles et des touristes en quête de fraîcheur et de quiétude en bord de mer ou en piscine. Surpris de l'accueil et tout?
plage, piscine et j'invite tout le monde à venir ici. Ils étaient bien accueillants, aux petits soins. Et puis la plage, les gens, c'est très agréable. Ah oui, la région Béjaïa, c'est une région qui est très charmante. Vous avez la montagne, la mer et plein de sites à visiter. Je viens passer mes vacances ici à Tichy. C'est de très belles vacances. J'aime bien la plage. Et moi, Tichy, je l'adore. Elle est bien. Béjaïa, je pars à Cap Carbon et tout. Les gens d'ici, ils sont bien, ils sont accueillants. L'existence d'infrastructures hôtelières pieds dans l'eau offrant tout le confort nécessaire aux estivants est un atout indéniable consolidant fortement l'activité touristique dans la région. Grâce à la politique du pays, le tourisme commence à avoir d'excellents lendemains. C'est un pays extraordinaire. J'ai visité énormément de pays. Que ce soit en Amérique, en Europe, un peu partout, mais c'est incomparable. Je suis né sur la montagne et mon rêve est d'avoir un pied-à-terre ici à Tichy Centre. Moi, j'ai laissé le Canada pour revenir investir en Algérie parce que j'y crois vraiment. L'Algérie a un grand potentiel et une Algérie nouvelle qui est en train de se créer. On est en train de se positionner. Par exemple, ici, on a un bijou, un paradis. Il manque des services supplémentaires comme un Aqualand pour que les gens viennent. Outre le renforcement des capacités d'accueil au sein du parc hôtelier de la région, ce sont ainsi de nombreux postes d'emploi créés. J'ai 24 ans, je suis une stagiaire en technique hôtelière de tourisme. Et c'est un grand plaisir de me donner une chance de travailler tant que jeune et être ici dans un hôtel qui est familial et avoir une chance d'apprendre. Tichy, une sensation d'évasion et un infini sentiment de bien-être ressenti. Quelle chance pour ceux qui se trouvent à Béjaïa en ce moment. C'est une région que j'adore, qui propose justement tout un panel d'activités, tout un panel de sites merveilleux, sites naturels, sites culturels, à vraiment découvrir Tichy, mais aussi Béjaïa, je vous le propose. En tout cas, pour ceux qui aiment la mer, nous allons en parler différemment maintenant à travers l'expérience d'une jeune association qui existe depuis 2010, Mare Nostrum en l'occurrence, donc qui compte des adhérents parmi les plus passionnés, les plus écologistes. Ils veillent au grain par rapport à l'environnement et surtout l'environnement marin. Donc aujourd'hui, j'ai plaisir à recevoir une représentante de cette association. Il s'agit de Sarah Hamed, qui est également chef de projet pour l'association, un projet très intéressant dont elle va nous parler dans un instant. Il s'agit de Parsac. Bonjour et bienvenue Sarah Hamed. Bonjour. Haddad, pardon. Oui, Haddad, merci. Oui, merci pour l'invitation. Ça va, je vous remercie. Eh ben, on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Et à travers vous, on salue toute l'équipe. Merci. Très bien. Donc, Mare Nostrum, donc, comme son nom l'indique, c'est ma mère, c'est ça? Notre mère. Notre mère, plutôt, voilà. Ouais. Notre mère, notre mère, c'est la Méditerranée, bien sûr. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette équipe, ces passionnés, justement, de la mer? Alors, mon amour à la mer, la préservation surtout de la biodiversité qui est vraiment en danger. Voilà. Oui, la biodiversité marine, tout autant que la faune et la flore terrestres, sont menacées par la pollution, entre autres, par les dégâts provoqués par les êtres humains. Et donc l'association cherche à chaque fois de nouvelles solutions. Cette fois-ci, la solution proposée par Mare Nostrum, c'est une application. Exactement. C'est une application digitale qui sera bientôt téléchargeable sur Play Store, on va dire au mois d'août. Voilà. Cette application qui s'inscrit dans le projet Parsac, intitulée « Amélioration de la connaissance sur la biodiversité marine et littorale par la science participative ». Quand on dit science participative, c'est-à-dire tout le monde y contribue. Donc, simples citoyens, pêcheurs, plongeurs sous-marins ou même simples naturalistes qui se baladent sur le littoral. Voilà. Toutes ces personnes, amateurs ou professionnels, pourront prendre des photos des espèces qu'ils observent sur le littoral ou même en mer. Voilà. Petit à petit, on va dire à long terme, ça fera un petit répertoire de biodiversité. On saura qu'est-ce qu'on a sur le littoral et même à travers cette application. Donc une banque de données réaliste. Oui, exactement. Oui. Puisqu'on peut localiser, c'est-à-dire la personne qui télécharge, qui, comment dire,
lorsque la personne télécharge la photo d'une espèce sur l'application, elle doit signaler le point GPS exact où elle a trouvé, plutôt où elle a observé l'espèce. L'espèce en question, voilà. oui. Donc on saura à peu près d'ici, on va dire quelques années, qu'est-ce qu'on a réellement sur le littoral. Et à travers... Qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qui reprend donc sa place. On pourra même faire des suivis, à long terme. Voilà. Et d'ailleurs même par ça ouvre le champ à d'autres thématiques que sont le recueil de signalements sur des échouages de cétacés, de tortues. Oui, voilà. C'est vrai, donc ça nous renseigne sur pas mal l'échouage. C'est vrai que de temps en temps on trouve des cétacés, donc on essaye peut-être par le biais de ces positionnements de retracer le parcours peut-être et l'origine de l'origine ou la genèse de cette intrusion. Exactement, alors pas tout à fait, mais on saura exactement à travers des études scientifiques, qu'est-ce qui a provoqué cet événement. Voilà. Il y a aussi même les efflorescences algales. Ça peut nous donner une idée sur le type de matériaux introduits sur la zone voilà. Et le type de pollution. Donc c'est quelque part une manière d'optimiser notre connaissance, améliorer donc nos connaissances de ce fond marin. Tel que le titre du projet l'indique. D'accord. Tel que le nom du projet, amélioration de la connaissance par la science participative. Tout le monde y contribue. D'ailleurs, même les autorités locales contribuent avec nous. C'est-à-dire, on va dire, à travers le projet, nous avons organisé des ateliers consultatifs, participatifs, où on leur pose la question quels sont vos besoins en matière de connaissances sur la biodiversité. Et à travers les 3 ateliers, nous avons pu récolter de ces autorités, différentes directions de la pêche, Commissariat national du littoral, direction de l'environnement et même des clubs de plongée, que sont les opérateurs, les opérateurs clés qui sont toujours en contact avec la mer. Donc, pour améliorer les fonctionnalités de l'application. Très bien. Donc, une application qui sera en co-gestion, vous m'avez dit quand on s'est parlé hier. Donc, voilà, on voit toutes les équipes, tous les bénévoles, là, à travers les stages que vous venez de citer, toutes ces pauses, formations donc, que vous avez organisées tout au long de l'année pour profiter justement et pour divulguer l'information autour de cette nouvelle application. Donc, on parle de la gestion maintenant. Oui. Donc, certainement que Mare Nostrum est concerné, mais qui aussi? Alors, on dit science participative, tout le monde y contribue, et même d'ailleurs l'application, comme je viens de vous dire. Alors, nous l'avons montée en partenariat, plutôt en collaboration avec des partenaires locaux. Voilà. Et par la suite, ces données sur la biodiversité seront partagées. Voilà. Oui, et surtout qu'il y a une entité gouvernementale, en tout cas, qui suit le projet de très près et qui sera en étroite collaboration avec vous pour justement une entité qui relève de la protection de l'environnement aussi. Oui, exactement. Du secteur de l'environnement. Nous travaillons en collaboration avec le Commissariat national du littoral et voilà. D'accord, donc ça renseigne aussi sur les phénomènes de pollution et leur impact ou leur, voilà, leur impact sur certaines régions plus que d'autres, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Donc à travers l'application, il n'y a pas que le signalement d'espèces végétales ou animales, de faune ou flore. Donc il y a aussi une petite fenêtre qui est dédiée aux pollutions, aux phénomènes naturels, on va dire les catastrophes naturelles, donc où les personnes, dès qu'elles observent un externe de la nature, pourront signaler. Voilà. J'imagine que ça a dû être un très beau projet pour vous, dans la mesure où vous êtes vous-même ingénieur en sciences marines. Donc c'est vraiment dans le cadre de vos études préalables. Oui, et vraiment j'exerce voilà, j'exerce après un ingénieur en sciences marines à travers des sorties naturalistes, donc l'animation naturaliste avec les enfants, avec le grand public, avec des étudiants, c'est-à-dire raconter de petites histoires naturalistes aux gens. Pas des cours, pas des leçons, mais des histoires naturalistes, faire de la sensibilisation, l'éducation à l'environnement. Nous avons organisé aussi des formations de biologie marine, des formations de suivi scientifique, des plongées d'initiation, et voilà. Voilà, et l'aventure continue, c'est-à-dire ce sont des activités qui sont pérennes, qui se déroulent tout au long de l'année pour l'association, n'est-ce pas? Mais un peu plus l'été. Voilà, alors on va dire que les activités que nous avons déjà menées sur terrain, ce sont des activités qui s'inscrivent dans le cadre de PARSAC, des sorties naturalistes, des sorties pédagogiques, des formations, des ateliers consultatifs. Mais le travail certainement
va continuer après Parsac, c'est-à-dire Parsac aura fin. Parsac, ce sobriquet que vous avez choisi, il a un sens? Oui, alors plateforme d'appui à la recherche scientifique par la science participative. Oui. Voilà. D'accord, donc ce sont les initiales de chaque, chaque nom que vous Puisque les venez. données vont être mises à disposition des scientifiques, certainement, pour les aider à résoudre certaines problématiques scientifiques. Voilà. D'accord. De quoi est composé le comité scientifique, justement, qui est derrière Parsac? Alors, des ingénieurs. De qui plutôt est-il composé? Oui. Alors, des ingénieurs en sciences marines, des docteurs en sciences de la mer et des consultants. D'accord. J'imagine aussi des informaticiens qui vous ont permis de donner l'interface capable de traduire vos idées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je dirais pas un informaticien, mais toute une équipe, informaticiens, graphistes et trucs, voilà, pour bien développer l'application. Très bien. L'application est fin prête ou le sera-t-elle bientôt? Alors, mois d'août, bientôt, Inch'Allah, elle sera disponible sur Play Store où toute personne pourra télécharger. D'accord. Télécharger donc sur Play Store, sur smartphone. Oui. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés. Hein, donc, bien sûr, comment vous faites pour les convaincre en général? Alors, de la sensibilisation sur terrain. Alors, vous aimez les tortues, vous aimez les cétacés, vous aimez les oursins, vous aimez les poissons. J'adore les oursins. J'en ai pas vu depuis un bois. Si vous en avez quelque part, vous me les gardez, hein, s'il vous plaît. Pas de problème, pas de problème. Si vous en croisez, vous qui êtes tout le temps en sortie, hein, laissez-moi un peu. Pas de problème, pas de problème. Voilà, donc je disais en racontant des petites histoires naturalistes, c'est-à-dire donner par exemple l'exemple de la tortue qui confond entre le sac plastique et la méduse qui est son repas. Donc voilà, elle s'étouffe, elle finit par mourir. Oui. Donc les gens, lorsqu'ils comprennent ceci, ils sont sensibilisés directement. Alors dites-nous comment on pourra contribuer. Comment aider toutes ces belles tortues comme ça qui s'émarinent et qui... Oh là 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 là, j'ai mal. Hein. Désolée. Je crois que je vais finir par me mettre sur l'application aussi. C'est super, on vous gagne, merci. Vous m'avez gagné, complètement acquise à cette cause. Inch'Allah, en tout cas, j'espère que notre faune et flore se portera bien à l'avenir. Il faut dire aussi que l'association n'a jamais tari d'efforts pour protéger cette belle côte algérienne ou algéroise du moins, parce que vous êtes sur Cherchell, n'est-ce pas? Sur Cherchell, et on travaille sur toute la côte de Tipaza, le littoral de Tipaza. Voilà. C'est un très beau littoral en tout cas où vous évoluez. Cherchell compte un chapelet de plages extraordinaire et aussi un relief montagneux qui donne toute sa valeur à cette région, n'est-ce pas? Oui, exact. Oui. Et quels sont les plus beaux moments vécus au sein de l'association par rapport à cette nouvelle initiative, ce nouveau projet Parsac? Alors, je dirais beaucoup plus avec les enfants, puisque c'est, ils sont très très espiègles, on dirait. Oui, alors innocents, ils ont hâte de découvrir, les yeux ouverts. Alors même après une sortie pédagogique, on leur propose des ateliers pédagogiques, des observations sous loupe et microscope, et ils sont impressionnés. Donc on sent que nous avons fait un bon travail. Avec la petite génération qui, on va dire, parmi eux... Qui est prometteuse. Voilà. Parmi eux, il va y avoir un directeur de l'environnement, un ministre de l'environnement peut-être. Qui sait, peut-être, voilà. On l'espère. En tout cas, à l'instar d'une association qui active beaucoup pour l'environnement marin, l'association Récif, vous aussi, vous contribuez au nettoyage du fond marin, de tous ces intrus, justement, qui polluent et qui mettent en danger la vie des espèces. C'est bien ça? Oui, nous l'avons fait déjà et on le fera, Inch'Allah, si déjà les conditions météo le permettent. Voilà, avec les extrêmes périodes de chaleur qui surviennent sur le pays, on verra. Pour le programme du mois d'août, voilà. Pour le moment, on est axé sur Parsac et on verra. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois d'août, tous comme vous êtes, et bon vent. Donc, est-ce que vous aimeriez conclure avec une idée particulière liée à l'application? Alors, Parsac est là. Je demanderai à toute personne naturaliste qui aime la nature, qui voudrait participer à la préservation de la biodiversité surtout, de contribuer avec nous. Restez branchés sur la page. Nous allons publier très prochainement le lien pour télécharger l'application. Et merci d'avance. Voilà, merci en attendant, il y a déjà le lien qui est relatif à Mare Nostrum, n'est-ce pas? Vous avez une page aussi? Bien sûr, nous sommes très actifs, très réceptifs sur la page Facebook Association Mare Nostrum Cherchell. Et voilà, nous échangeons avec toute personne concernée et plutôt intéressée.
À travers vous, on salue toute la population de cette belle région, Chechel, Tipaza en l'occurrence. Et on vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances. En tout cas, les vacances pour Mare Nostrum, c'est aussi du travail et beaucoup de labeur. On leur souhaite bon courage. Et on est ravis en tout cas de vous avoir reçu, Sarah Haddad. Je rappelle que vous êtes porteuse, ou plutôt chef du projet Parsac pour l'association Mare Nostrum qu'on salue vraiment vivement. Donc, chapeau bas pour tout ce que vous faites, mesdames, messieurs. Et puis aussi, merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. J'ai été très ravie de vous servir et je continuerai de le faire très prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.